Quel est le nom du roi qui régnait à la fin du XVIIIe siècle, qui ne pouvait pas suggérer ses petites affaires et qui a perdu sa tête au sens propre? Bien sûr, ce roi était bien, Louis XVI. Je parle bien de la Révolution française. C'est aussi le seul monarque de l'histoire européenne à avoir été guillotiné avec sa femme. Pourquoi, après avoir hérité d'un royaume aussi puissant que la France, est-il tombé si rapidement? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si la mort de Louis XVI était méritée ou une tragédie inévitable de son époque. Quel impact ce roi a-t-il eu sur l'histoire de l'Europe? Remettons-nous en l'année 1774, lorsque la France a participé à la fois à la guerre de 7 ans et à la guerre d'indépendance américaine. Ces guerres ont vidé les coffres de l'État, plongeant le pays dans une grave crise économique. À ce moment-là, notre protagoniste d'aujourd'hui, Louis XVI, monte officiellement sur le trône dans une période de grande turbulence. Né au château de Versailles, Louis XVI était introverti et indécis dès son enfance, ne correspondant pas du tout au profil d'un roi idéal. Mais en 1765, le père de Louis XVI est décédé, et Louis XVI, ou dauphin, comme on appelle le fils aîné, est naturellement devenu le prince héritier de France. En 1774, Louis XV, le grand-père de Louis XVI, est décédé de vieillesse comme on pouvait s'y attendre. Louis XVI, à 20 ans, a été poussé à devenir roi de France. Après avoir été mis sous les feux de la rampe, Louis XVI a courageusement commencé à régler les erreurs laissées par ses ancêtres. Une fois en fonction, il a remplacé les personnes au sein du gouvernement l'une après l'autre. Ces réformes fiscales allaient de conservatrices à radicales, essayant tout et n'importe quoi. Mais finalement, il n'y a aucun intérêt à essayer dans une situation désespérée. Les gens continuaient d'être insatisfaits, le cabinet commençait à se quereller et Louis XVI était désemparé. Finalement, il a même perdu la tête. Bref, la situation est en partie due à Louis XVI lui-même, car il n'était pas du tout intéressé par la politique, mais par sa femme. L'histoire d'amour de Louis XVI commence 4 ans avant son couronnement. À l'époque, l'archiduché d'Autriche, l'un des fiefs de la France, se sentait déconcerté par la situation internationale complexe du XVIIIe siècle. Pour faire face à cette situation, les deux pays ont décidé de former une alliance, un mariage politique étroit, pour obtenir une certaine sécurité et des avantages politiques. Alors, la petite princesse chérie de l'Empire romain germanique, l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette, quitta sa patrie à l'âge de 15 ans pour épouser le dauphin Louis XVI. Au début, le jeune couple semblait avoir des rêves différents. L'un était comme l'automne et l'autre comme l'été. Marie-Antoinette, passionnée comme le feu, a rencontré Louis, au caractère doux. Ils ne pouvaient pas déclencher une étincelle ensemble. Les deux n'arrivaient pas à briser la glace et ont maintenu une vie maritale respectueuse pendant des années. Louis passait ses journées à chasser et à fabriquer des serrures, tandis que Marie-Antoinette, qui vivait dans un pays étranger, luttait pour s'habituer à la vie de cour française. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les véritables raisons pour lesquelles ils étaient distants l'un de l'autre. En réalité, Louis XVI avait un secret embarrassant. Il s'avère que Louis XVI et Marie-Antoinette n'ont pas pu consommer leur mariage rapidement à cause du prépuce de Louis XVI, qui était plus long que la moyenne. Le roi Louis XVI était donc assez gêné et évitait constamment le sujet de la consommation du mariage. Alors, est-ce que juste à cause d'une incompatibilité sexuelle, ils doivent rester ensemble uniquement pour faire semblant d'être un couple parfait? Non, l'amour, c'est encore plus grandiose que tu ne le penses. Bien que Louis soit distant, Marie-Antoinette fait de gros efforts pour plaire à son mari. On peut dire que cette relation ne voit que les efforts de Marie. Elle sera la plus belle mondaine du bal royal. Elle papillonne ici, papillonne là-bas. Elle est même prête à apprendre à monter à cheval et à chasser. En voyant Marie-Antoinette se donner autant pour lui, le cœur froid de Louis XVI s'est finalement réchauffé par la passion de Marie et il a accepté de se rapprocher progressivement de sa femme. Quand ce tsundéré a accepté de s'ouvrir, ils ont commencé à avoir plus de contacts intimes et ont lentement commencé à voir le côté mignon de l'autre. Bien que Louis soit taciturne et peu bavard, il était très bon avec sa femme. Après son couronnement officiel, il a offert à sa reine un palais appelé le Petit Trianon. Le roi Louis et Marie-Antoinette, bien que très différents en personnalité, sont devenus des confidents dans la complexe cour royale. Cela n'a pas été facile pour Louis XVI, car il avait un caractère réservé. Depuis tout petit, il est taciturne et introverti. À part sa compagne, peu de gens peuvent vraiment percer son mystère. Par conséquent, de nombreuses histoires à son sujet se sont propagées du palais vers l'extérieur, et même aujourd'hui, elles sont encore très appréciées. J'ai mentionné plus tôt que leur relation avait du mal à devenir intime, mais Louis était extrêmement loyal envers Marie-Antoinette, et n'a jamais eu d'autre amante jusqu'à sa mort. Cependant, l'impératrice a eu du mal à concevoir, et ils ont finalement eu un enfant 8 ans après leur mariage. La raison pour laquelle cela a pris si longtemps est que Louis se sent mal à l'aise pendant l'acte. Deuxièmement, en raison de sa nature trop introvertie, il était toujours très conscient du regard des serviteurs chaque fois qu'il devait traverser le long couloir pour rejoindre la chambre de la reine et passer la nuit avec elle. C'est comme quand tu prends un paquet de mouchoirs en classe pour aller aux toilettes, tout le monde sait que tu vas faire la grosse commission.
Ce sentiment rendait Louis si mal à l'aise que parfois il n'y allait tout simplement pas. À part Marie-Antoinette, Louis XVI ne s'intéresse à personne. Mais son amour pour toutes sortes d'animaux exotiques et rares était au point de devenir une obsession, au point qu'il a même construit son propre zoo à Versailles. Le zoo a un perroquet, un kangourou et un orang-outan. Vous allez sûrement dire « Ok, comme un zoo normal quoi ». À l'époque, ces animaux étaient vraiment rares et beaucoup d'espèces n'avaient jamais été vues par les Européens. Non seulement cela, mais les collections de Louis XVI symbolisaient le pouvoir et le statut. Et c'était aussi sa façon de montrer la puissance de la France. De plus, c'est aussi quelqu'un qui aime les verrous, ce qui révèle un comportement semblable à un trouble obsessionnel compulsif. Louis était fasciné par les serrures. Non seulement il aimait inventer de nouveaux modèles, mais il vérifiait aussi toujours soigneusement que les portes étaient bien fermées. En plus de cela, en tant que type technique typique, Louis est très intéressé par toutes sortes de machines. Il passe souvent du temps dans sa chambre à concevoir différents appareils. Mais à ce moment-là, Louis n'aurait jamais imaginé que ce passe-temps finirait par causer sa propre mort à l'avenir. Un jour, le médecin Joseph Ignace Guillotin proposa à l'Assemblée nationale que la peine de mort soit toujours par un moyen mécanique simple. Peu importe votre origine, être exécuté de la même manière rapide semble très égalitaire et presque aimable, n'est-ce pas ? Et c'est la guillotine qui a ensuite coupé d'innombrables têtes pendant la Révolution française. À ce moment-là, en obtenant le design, ses yeux se sont illuminés. Il a amélioré la machine pour que la guillotine puisse trancher la tête des condamnés plus rapidement et efficacement. Même le roi l'a optimisé en remplaçant la lame courbe par une droite inclinée. Qui commet une faute en paie le prix. Louis a payé pour ses actes. 9 mois plus tard, sa tête a été proprement coupée par une guillotine qu'il avait lui-même améliorée. Vous vous souvenez tous de l'épisode où nous avons parlé des comptines effrayantes ? Il mentionnait la comptine Jack et Jill. Jack et Jill montèrent la colline, fait en réalité référence à Louis XVI se rendant à la guillotine. Jack tomba et brisa sa couronne, fait référence à Louis XVI tombant du trône et se brisant la tête. C'est super intéressant, non ? Vous voulez aussi comprendre facilement les histoires dans les chansons ? Venez trouver Amazing Talker. Nous espérons que vous apprenez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir $10 ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. D'accord, mais pourquoi et comment exactement un roi de France a-t-il fini sur la guillotine ? Le comportement extravagant et gaspilleur du couple a mis en colère toute la nation. Lorsque de nombreux Français mouraient de faim, Marie-Antoinette aurait naïvement dit « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Cette phrase a instantanément déclenché la colère de nombreuses personnes, transformant ainsi ce couple en ennemi public de la société française. Mais si je vous disais que tout le monde a mal compris Marie-Antoinette ? En fait, elle n'a jamais dit cette phrase. Bien que sa vie royale soit noble et luxueuse, l'affirmation selon laquelle il ne pouvait pas manger de pain et donc manger de la brioche est complètement infondée et calomnieuse. En réalité, Marie-Antoinette avait écrit dans son journal sa sympathie pour la vie du peuple et disait qu'elle travaillerait avec le roi pour leur bien-être. Cependant, les efforts de Marie, ils existent, mais pas beaucoup. Parce qu'elle n'avait pas donné naissance à un héritier, Marie-Antoinette subissait beaucoup de pression de l'intérieur et de l'extérieur. Pour détourner l'attention de tout le monde, elle a commencé à montrer sa beauté de manière plus active. En plus d'engager la marchande de mode, Rose Bertin organisait des bals les uns après les autres pour consolider sa position au sein de la famille royale. Elle a également dépensé beaucoup d'argent pour rénover le Petit Trianon, qui était déjà très luxueux. Cette série d'actions visant à afficher un statut social est non seulement superflue, mais aussi extrêmement irrespectueuse. Du coup, à l'époque, beaucoup de gens ont commencé à l'appeler Madame Déficit. Cela était censé se moquer de son comportement excessif, mais honnêtement, Marie-Antoinette était complètement indifférente et continuait à vivre somptueusement avec Bertin presque tous les jours. À chaque bal, Marie-Antoinette demandait à tout le monde de s'habiller sérieusement selon le code vestimentaire. Mais à cette époque, il n'y avait pas de fast fashion, et chaque noble arrivait habillé de somptueux vêtements sur mesure. Attends une minute, mais pourquoi Louis devait-il aussi être guillotiné ? Que non seulement il ne peut pas contrôler le porte-monnaie de sa femme, mais il ne peut pas non plus gérer les affaires de l'État. Louis XVI avait un surnom apparemment inoffensif de « le roi serrurier », mais en réalité, ce surnom était une satire du peuple qui le critiquait pour ne pas gérer les affaires d'État et passer ses journées à faire des choses sans importance. Le roi Louis XVI ne pouvait ni satisfaire sexuellement, ni gouverner le pays. En fait, au début de son règne, Louis XVI voulait effectivement bien gouverner et entreprendre des réformes inspirées par les idées des Lumières. Par exemple, l'abolition du servage et des taxes injustes, et il a également mis en œuvre une politique de tolérance religieuse envers les non-catholiques, espérant réduire plus ou moins les conflits sociaux.
il a assoupli le contrôle du marché alimentaire, donnant plus de liberté. Mais cet effort était contre-productif. En plus des pénuries alimentaires et de la rareté, les marchés non réglementés ont fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires, conduisant finalement à une révolte populaire. Dans ce contexte, en mai 1789, Louis XVI a convoqué les États généraux, constitués du clergé, de la noblesse et des roturiers, sur la recommandation du Premier ministre des Finances, Jacques Necker. Il semblait très enthousiaste à l'idée de s'attaquer aux problèmes fiscaux, donc à l'époque, les gens exprimaient leur soutien et l'appelaient même le bon roi Louis. Après tout, cette conférence n'est démocratique que de nom. Afin de protéger leur propre vie stable, le clergé et les aristocrates ont décidé d'opprimer le peuple commun qui luttait pour survivre chaque jour. Ainsi, cette réunion entre joueurs et arbitres a en fait intensifié les disputes entre les prêtres catholiques, les nobles et les roturiers. Par conséquent, les citoyens ont demandé une constitution et une diminution des pouvoirs royaux. Mais Louis, cet homme indécis, hésitait et refusait de répondre. En apparence, il semble qu'ils peuvent participer équitablement aux réunions nationales, mais en réalité, tout est faux. Finalement, la population en colère a formé l'Assemblée nationale pour affronter les deux autres classes sur un pied d'égalité. Et bien sûr, cela a échoué. Les prêtres et les nobles ont dit « Pourquoi devrions-nous être égaux à vous, simples citoyens ?» Les civils qui ne peuvent pas manger et sont opprimés prennent enfin conscience. De nombreux révolutionnaires se lèvent. Ils ont prononcé le célèbre « serment du jeu de paume » sur un cours, affirmant leur quête de liberté, d'égalité et de constitution. Le 14 juillet de la même année, la prise de la Bastille a marqué le début de la Révolution française, changeant l'histoire de l'Europe. Une fois que la Révolution commence, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une lutte pour la survie. Soit tu meurs, soit je meurs. Ceux qui n'ont rien à perdre ne peuvent que se battre. En octobre 1789, 3 mois après la prise de la Bastille, un groupe de femmes parisiennes mécontentes s'est rassemblé en se demandant « Comment vais-je vivre sans pain ?» Surtout à l'époque où les rumeurs continuèrent de circuler, comme quoi le roi et Marie auraient volé de la nourriture au palais, ou que la reine faisait n'importe quoi. C'était vraiment énervant. Donc, les femmes ont décidé de descendre dans la rue pour protester, se rassemblant et marchant vers le palais de Versailles, nourrissant leur haine et leur envie de tuer. Les révolutionnaires, voyant cela, ont saisi des armes et rejoint la manifestation. Lorsqu'elles sont arrivées au château de Versailles, elles se sont immédiatement mises en colère, atteignant un point culminant d'émotion en criant « Marie, espèce de garce, salope !» D'autres personnes ont également utilisé divers objets pour pénétrer violemment dans le palais de Versailles. Donc Louis XVI a été contraint de rencontrer à contre-cœur les représentants du peuple et d'accepter la Déclaration des droits de l'homme, symbole de l'abandon du pouvoir absolu. Cette marche est connue dans l'histoire comme la marche de Versailles. Après la fin de la manifestation, la famille de Louis XVI a également été forcée de quitter le symbole de la royauté, le palais de Versailles. Ensuite, il a emménagé au sombre palais des Tuileries où sa liberté de mouvement a été grandement restreinte. Cette manifestation a également favorisé la montée du groupe brutal des Jacobins. Les Jacobins ont joué un rôle intellectuel très important pendant la Révolution française. Le groupe comptait environ 500 000 membres et prônait l'antimonarchisme et la création d'une nouvelle constitution. Cela semble correspondre à la pensée dominante de la Révolution. Non, cependant, ce parti a en fait conduit la France à une époque de terreur. À l'origine, les Jacobins étaient juste un groupe d'intellectuels passionnés de politique qui aimaient discuter. Cela a ensuite attiré de plus en plus de fanatiques politiques, allant des membres de la famille royale aux ouvriers. Leur voix devenait de plus en plus forte et ils ont commencé à occuper des postes de leadership à l'Assemblée nationale. Le peuple en colère s'orientait visiblement vers des actions plus radicales. Ainsi, Robespierre, le principal leader des Jacobins, a saisi l'occasion et a rapidement accumulé du soutien. Sous la conduite des Jacobins, les révolutionnaires ont entrepris des réformes du système traditionnel, y compris une opposition à la religion, ce qui a conduit à la persécution de nombreux membres du clergé. Les biens fonciers de l'Église ont même été confisqués. Ok, là vous allez me dire, le peuple est déjà en révolution, Louis XVI, que fais-tu ? Et lors de la marche sur Versailles, quand Louis XVI a été forcé d'approuver la Déclaration des droits de l'homme, sa cote de popularité a fortement augmenté. Tout le monde l'a félicité en disant « Waouh !» Il est prêt à abandonner le pouvoir absolu et à devenir un roi constitutionnel en réponse aux demandes du peuple. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que tout cela n'était qu'une illusion. Louis XVI avait déjà planifié secrètement son évasion. Dans la nuit du 20 juin 1791, Louis XVI et un groupe de personnes, déguisées, passèrent furtivement par un passage secret pour s'échapper du palais. Au début, tout semblait bien se passer, mais lors de la fuite, ils ont quand même été reconnus. Cette nouvelle a immédiatement atteint les oreilles au fin des révolutionnaires surveillant leur famille, et ils ont immédiatement envoyé des troupes à leur poursuite. Le lendemain matin, la nouvelle de la fuite du roi se répandit dans tout Paris.
Quelqu'un trouva une déclaration sur son bureau accusant l'Assemblée constituante de ses actions et refusant de céder son pouvoir royal. Non seulement cela, mais Louis XVI a également renié ses promesses et déclaré nuls tous les décrets qu'il avait approuvés après le 23 juin 1789, y compris la Déclaration des droits de l'homme. Cependant, la Révolution en colère a rapidement rattrapé le roi en fuite et son groupe, les ramenant à Paris. Ainsi, la tentative de fuite de Louis a échoué en seulement 4 jours. Après leur retour à Paris, les modérés au sein de l'Assemblée ont continuellement plaidé en faveur de Louis XVI, espérant toujours avancer vers une monarchie constitutionnelle, et l'ont même déclaré innocent. Cependant, la déclaration a complètement enflammé la colère de la foule. La décision de déclarer Louis XVI innocent a également intensifié la révolution. Les deux factions se sont affrontées, entraînant une émeute sanglante connue sous le nom de massacre de la place du Champ de Mars. Et comme mentionné précédemment, Robespierre des Jacobins a également pris le pouvoir à ce moment-là, entamant son règne de terreur. En même temps, des puissances étrangères ont profité du chaos pour former une alliance anti-française, attaquant fréquemment la France et rendant la société encore plus instable. Bien que la situation soit déjà en pleine tourmente, Louis XVI resta imperturbable et communiqua secrètement avec des nobles d'autres pays, complotant son retour sur le trône. Cependant, le plan a été rapidement découvert. Dès lors, plus personne ne pouvait plaider en sa faveur, et le Parlement a rapidement prononcé la peine de mort. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est monté sur l'échafaud, une œuvre qu'il avait personnellement participé à concevoir et à améliorer, ce qui paraît particulièrement ironique maintenant. Avant de mourir, Louis XVI regarde lentement son peuple, qu'il avait autrefois aimé, et dit « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Enfin, la lame cruelle est tombée sur son cou et la foule a éclaté en acclamations. Marie-Antoinette, enfermée dans sa cellule, entendait les bruits de dehors et savait avec tristesse qu'elle et son cher mari étaient désormais séparés pour toujours. Quand la tête de Louis XVI est tombée par terre, cela a également symbolisé la période de terreur violente dominée par les Jacobins. Je ne sais pas si le sang de Louis XVI a vraiment un impact positif sur l'avenir immédiat de la France. Après avoir coupé la tête de Louis XVI, les Jacobins, devenus enragés, commencèrent à éliminer tous ceux qui ne partageaient pas leur opinion. Décapiter les opposants semblait être devenu le symbole de la Révolution. Après la mort de Louis XVI, les petits Jacobins ne se sont pas immédiatement attaqués à la famille de Louis. Marie-Antoinette et leurs enfants sont restés en prison, subissant quotidiennement des mauvais traitements et une surveillance constante. À la fin, Marie-Antoinette s'est également retrouvée au tribunal, mais elle n'attendait pas un jugement équitable. La plupart des dizaines de crimes listés devant elle étaient manifestement fabriqués pour trouver une raison de le tuer. Par exemple, accuser Marie-Antoinette d'adultère et de trahison, et même de relations inappropriées avec son propre fils. La Révolution à ce stade apporte-t-elle vraiment liberté, égalité et fraternité ? Sous la terreur, Marie-Antoinette a été rapidement condamnée à mort. Elle a mis sa seule robe propre et a affronté sa fin de vie avec calme. Le jour de l'exécution, la foule n'a pas acclamé bruyamment, mais a regardé tout se dérouler solennellement. À ce moment-là, sous la terreur des Jacobins, les gens avaient déjà oublié ce qu'ils cherchaient à l'origine. La vie est-elle vraiment meilleure maintenant ? Est-ce que toutes les actions faites au nom de la liberté sont vraiment libres ? Ces questions sont peut-être le résultat inévitable du progrès historique. Non seulement la France commence à repenser toute la philosophie des Lumières, mais les pays environnants et même toute l'Europe sont également fortement influencés. Réaliser que les classes peuvent changer, qu'un esclave peut devenir un jour le maître du pays. Cela a également commencé à inquiéter les familles royales des grandes puissances, craignant qu'une telle révolution ne se produise chez elles. La Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse ont toutes condamné la Révolution française. La formation d'une alliance pour tenter de contrer une France déchaînée a ensuite évolué en une guerre qui a secoué toute l'Europe, bouleversant l'histoire moderne. Bien que la vie de Louis XVI ait été extrêmement scandaleuse et ait plongé toute la France dans le désarroi, sa mort a eu de nombreux impacts positifs sur la Révolution française, tels que la libération de l'imagination des gens sur les classes sociales. De nombreuses idées des Lumières se sont même poursuivies dans la société moderne. Donc que la Révolution ait réussi ou échoué, cela a amené les gens d'autres pays à réfléchir sur leur propre situation. Même des pays lointains se sont soulevés, comme la Révolution haïtienne, pionnière du mouvement anticolonial mondial. Peut-être que la Révolution française n'est pas entièrement de la faute de Louis XVI. Il a aussi essayé de résoudre les graves conflits de classe. C'est presque un cauchemar profondément ancré dans l'esprit des Français, c'est la seule serrure que Louis XVI ne peut ouvrir. De la chute de Louis XVI à la montée des Jacobins, nous voyons clairement combien le pouvoir sans limite peut être dangereux. Même au XXIe siècle, il en reste encore. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à partager vos idées ci-dessous, d'activer la cloche et de nous donner un like. Ou partagez-le avec des amis, découvrez plus d'amazing savoir sur l'histoire.